Donc maintenant, je vais vous demander d'accueillir à nouveau Monsieur Bakchin. Donc j'ai pas besoin de faire trop le lancement puisqu'il l'a fait déjà. En tout cas, le professeur Bakchin est neurologue au CHU de Reims et professeur de neurologie à l'université Champagne-Ardenne. Donc Monsieur Bakchin, vous êtes intervenu dans ce lieu, dans ce même lieu en 2015 pour nous détailler le tableau de l'aphasie avec Jean-Michel Mazot, grand compagnon aussi de route. Aujourd'hui, vous nous présentez les actualités en aphasiologie, mais aussi les perspectives de cette discipline, notamment en termes de neurostimulation, donc vous avez déjà évoqué tout à l'heure. Donc vous avez 30 minutes et après on prendra quelques questions. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai commencé un peu à introduire mon propos, simplement pour dire qu'effectivement, un des questionnements qui anime la recherche dans ce domaine, c'est bien sûr de comment mieux aider les patients atteints d'aphasie. Et la question, un des premiers points, bien entendu, c'est de mieux comprendre cette pathologie, et notamment en termes de lien entre les structures cérébrales et les symptômes qui sont assez divers des pathologies aphasiques. La deuxième partie que je développerai, ce sont les travaux qui essayent de mieux justifier et de mieux valider les stratégies rééducatives. Vous verrez qu'il y a beaucoup de questions qui sont encore non résolues, le but étant bien entendu d'améliorer le service rendu par cette réhabilitation orthophonique. Un point qui est important aussi, parce qu'il peut proposer des points d'impact préventifs, c'est éventuellement de mieux définir quels sont les facteurs pronostiques de l'aphasie. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment où un patient entre dans cette pathologie, est-ce qu'on est capable de prédire, de séparer les patients qui auront une évolution plus difficiles que d'autres, et donc peut-être de leur proposer des thérapies plus intensives et plus adaptées à cette évolution-là. Et puis enfin, je terminerai par un certain nombre de propositions de stratégies thérapeutiques innovatives qui, je pense, sont tout à fait intéressantes. Alors, comme toujours, quand on parle de science, et depuis Descartes, on le sait bien, il y a le problème de la méthode. Alors, la méthode, c'est une des difficultés dans la recherche en aphasiologie. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine très complexe, il y a beaucoup de facteurs qui rendent difficile l'élaboration d'essais thérapeutiques, d'interventions dans le domaine de l'aphasie, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à contrôler. Et puis il y a vraiment un premier obstacle très important qui est que habituellement, quand on s'intéresse à une pathologie, on a les moyens de prédire assez justement ce qu'on va observer à partir d'une maladie ou d'une lésion. Or, dans le domaine de l'aphasie, et c'est une des difficultés, on a beaucoup de mal à prédire exactement, en fonction des lésions observées, quel va être le syndrome, quels vont être les symptômes aphasiques que va présenter un patient. Ça peut varier de façon très considérable. Et ça, c'est une des grandes difficultés pour construire des groupes homogènes de patients pour faire l'objet d'essais de traitement dans ce cadre-là. Alors, pourquoi ce facteur-là ? Bien, premier point, à la différence de beaucoup d'autres affections, lorsqu'on fait un accident vasculaire cérébral, certes, il y a un moment T, qui est le moment de l'accident vasculaire, mais après c'est un processus dynamique. Et ce processus dynamique, on va avoir une évolution dans le temps qui va permettre souvent une récupération. Et cette récupération dans le temps, elle est liée en gros à la proportion de tissu cérébral qui a été préservé. Et l'autre facteur important, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité qu'a le cerveau de s'adapter à la situation nouvelle et essayer de pallier les difficultés que rencontre le patient en réorganisant les circuits. Donc ça, c'est un des premiers points, c'est qu'on a une évolution dans le temps et le patient aphasique, à un moment donné, au début de sa maladie, n'est pas le même que le patient qu'on va regarder 3 mois ou 6 mois plus tard. Le deuxième point, c'est que très souvent, lorsqu'un patient fait un trouble aphasique, ce n'est pas la seule fonction intellectuelle touchée. Il peut avoir des troubles de la mémoire, il peut avoir des troubles visuels, neurovisuels, il peut avoir des troubles des fonctions exécutives. Et tout ça vient bien entendu perturber la capacité qu'a le patient de rentrer dans un projet thérapeutique et d'en tirer tous les bénéfices. Un autre facteur qui est important, c'est que pendant de nombreuses années, on a vécu avec une nomenclature, c'est-à-dire une manière de catégoriser les aphasies, qui était ce qu'on appelle la nosologie classique, dont vous avez tous entendu parler, aphasie de Broca, aphasie de Wernicke, aphasie transcorticale, etc.
Or, au jour d'aujourd'hui, la manière de concevoir le fonctionnement cérébral, qui est basé sur des réseaux neuronaux étendus et très diffus, s'accorde très mal à cette catégorisation-là. Parce qu'un patient qui présente par exemple une aphasie de Broca peut avoir au sein de ce syndrome beaucoup de variations et de différences de symptômes, alors qu'il va porter le même nom global d'aphasie de Broca. Un patient qui a une aphasie de Broca peut avoir plus ou moins de troubles de dénomination, plus ou moins par exemple de troubles de compréhension syntaxique, et lorsqu'on va tester une thérapie, ces différences peuvent influer. Enfin, lié à cela, à ces deux facteurs-là, dont j'ai parlé antérieurement, quand on regarde la capacité qu'on a de classer ou de prédire une aphasie, une variété d'aphasies en fonction des lésions, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a un travail récent qui a été publié en 2017 qui montre que si on demande à des neurologues ou à des gens vraiment qui connaissent bien l'aphasie de prédire quelle est l'aphasie d'un patient en fonction des lésions qu'on lui montre sur une IRM, eh bien il va y avoir une très grande discordance des prédictions et surtout une grande fréquence avec laquelle il y aura une discordance entre ce que prédit le neurologue et ce qui est observé ou ce qui est prédit par la théorie qui dit voilà telle région donne tel type d'aphasie et ce que présente le patient. Donc ça c'est une des difficultés. Et puis enfin je parlerai de nombreuses sources de variabilité individuelle. Alors, ça, c'est juste pour vous illustrer une situation. Vous voyez, par exemple, c'est une représentation d'hémisphère gauche, et vous avez représenté toutes les régions différentes qui peuvent intervenir dans une épreuve de dénomination. Et vous voyez que, en fonction des lésions qu'on aura de telle ou telle structure, on aura éventuellement, oui, une altération de la dénomination observée chez le patient, mais dans un cas, ça sera peut-être simplement parce que le patient a des troubles neurovisuels. Dans un autre cas, c'est parce qu'il aura du mal à accéder à ses connaissances sémantiques. À un autre moment, ça sera tout simplement parce que, oui, il aura des difficultés réellement de nature aphasiologique. Donc, c'est une des sources de difficultés importantes. Alors, compte tenu de ces grandes difficultés, c'est une satisfaction de savoir qu'il y a des gens qui se sont réunis, et donc il y a eu de nombreuses réunions d'experts qui ont essayé de poser les bases d'amélioration méthodologique sur les essais pour mieux comprendre l'aphasie, et notamment mieux comprendre pourquoi une méthode d'intervention pouvait être positive ou négative, et donc mieux systématiser les choses. Et donc il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Et quand on regarde les études publiées, on s'aperçoit que malheureusement, beaucoup d'études antérieures à ces recommandations ne suivent pas ces recommandations-là. La première nécessité importante, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des groupes contrôle. Dans beaucoup de cas, on fait une méthode, on teste le patient avant-après, on dit « youpi, c'est formidable, il va mieux après ». Oui, mais pourquoi il va mieux? Est-ce qu'il va vraiment mieux? Et est-ce qu'il va mieux que, par exemple, tout bêtement, ce qu'on a souvent dit, l'évolution spontanée? Donc ça donne une des raisons impératives pour lesquelles il faut qu'il y ait des groupes contrôle. Un autre point très important, c'est qu'il faut qu'il y ait une justification entre le type de thérapie qu'on propose, notamment de son intensité, combien de temps on va voir le patient, combien de fois, quelle durée on va donner à la thérapie, et éventuellement ce qu'on recherche à observer. On peut, et je vous montrerai tout à l'heure, quelques études où on a proposé des thérapies dérisoires qui, de toute façon, n'avaient aucune chance de donner aucun résultat. Donc ça, c'est une source de réflexion. Et puis enfin, il y a des sources de réflexion sur les critères d'évaluation. Par exemple, quand il y a beaucoup d'études qui utilisent l'IRM fonctionnel pour voir si on obtient une modification de l'activité cérébrale à l'occasion d'une thérapie. Eh bien, une des difficultés très importantes, c'est qu'entre les situations qui sont proposées aux patients en clinique et celles qui sont proposées dans le cadre de l'évaluation en IRM fonctionnelle, on a des contraintes techniques. Souvent, les choses sont très différentes. Et s'il n'y a pas une réflexion entre ce qui se fait dans le cadre de la thérapie et ce qui se fait dans le cadre de l'évaluation, les résultats vont être difficiles à interpréter. Est-ce que les tests qu'on propose sont réellement capables de percevoir un changement ? On va proposer par exemple une thérapie sur la compréhension. Est-ce que les tests qui vont être chargés d'évaluer le résultat sont vraiment sensibles au changement ?
Donc tout ça, c'est des questions importantes qui ont été débattues dans des groupes. Voilà un exemple de publication sur l'effet de l'utilisation de la neuroimagerie, mais il y a eu tout un ensemble de travaux qui ont été publiés sur vraiment ces éléments méthodologiques. Et je pense que ça, c'est un très gros progrès qui va être petit à petit intégré dans le domaine de la physiologie. Alors, on va donner quelques illustrations. Première illustration, et qui, vous allez me dire, ça tombe un peu sous le sens, mais pas tant que ça. Finalement, est-ce que quand on propose une thérapie rééducative, est-ce que l'intensité de cette thérapie est un élément important et comment est-ce qu'on peut l'estimer, l'évaluer? Alors, d'où est né ce questionnement? Eh bien, il y a une première source de questionnement qui est que d'un côté, on a les données des neurosciences qui montrent, par exemple, à l'occasion de travaux utilisant l'imagerie fonctionnelle, que quand on fait des thérapies cognitives très précoces, très intensives, on observe des modifications assez conséquentes en termes de débit sanguin cérébral dans certaines régions. Et puis d'un autre côté, il y a les données de la psychologie cognitive, et notamment qui vient des processus d'éducation, qui montrent que souvent, il vaut mieux étaler dans le temps une action de formation, de la faire de façon progressive, lente, mais très soutenue, pour avoir des résultats. Et quand on regarde ce qui se passe dans le domaine de la physiologie, eh bien, on s'aperçoit on retrouve ce genre de discordance et de difficultés. Par exemple, certes, on sait maintenant, et c'est bien établi, que lorsqu'on propose une thérapie insuffisante en quantité, on aura des résultats qui seront nuls. Par exemple, il y a un papier qui était intéressant qui a montré que lorsqu'on proposait ce qui était entre guillemets considéré comme best practice, c'est-à-dire le canon de la prise en charge orthophonique, et donc je vous laisse apprécier ce canon, c'était une prise en charge de l'ordre de 1,4 par semaine de prise en charge orthophonique, ce qui est éminemment insuffisant. Eh bien, ce n'était pas une surprise de s'apercevoir qu'il n'y avait pas de différence entre cette prise en charge-là et un accompagnement qui était fait par des non-professionnels qui venaient voir les gens, qui leur parlaient et qui discutaient avec eux. En revanche, beaucoup de travaux ont essayé de définir qu'est-ce que c'était que l'intensité d'une rééducation. Est-ce que c'est une question de temps ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question de durée? Est-ce que c'est une question d'intensité dans la semaine? Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on peut passer beaucoup de temps avec un patient et ne pas lui faire grand-chose. Et donc, il y a cette question de ce qu'on soumet au patient en termes d'intensité, ça fait l'objet, par exemple, de stratégies. Il y a une étude intéressante qui s'appelle l'Intensive Comprehension Aphasia Program, qui propose vraiment des multimodalités d'action en thérapie pour améliorer la compréhension. Il y a des techniques purement cognitivistes, des techniques de stimulation comportementale, des techniques motivationnelles, et on mélange tout ça pour obtenir un résultat. Donc vous voyez que la notion d'intensité dans la rééducation, c'est pas si simple à établir que ça. Alors ce tableau est peut-être pas très simple à voir, mais donc c'est 4 articles que j'ai retrouvés qui se sont intéressés de comparer des thérapies qu'ils ont appelées intensives à des thérapies dites progressives ou conventionnelles. Par exemple, la ligne du haut, c'est une étude qui a porté sur par exemple, l'essai d'améliorer la dénomination chez les patients, et ça a comparé une stratégie intensive qui était 2 heures par jour, 5 jours par semaine, pour un total de 100 heures, à 2 heures par semaine, mais étalées pour donner la même durée. Donc, thérapie intensive d'un côté, thérapie progressive de l'autre. Et donc, ces 4 études font un peu le même constat, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à montrer de différence significative en termes de résultats entre ces 2 stratégies-là. C'est-à-dire que, oui, on a parfois un petit bénéfice en termes numériques de résultats, mais ça ne sort pas sur le plan statistique. Et d'autre part, parfois les patients disent qu'ils ont préféré être stimulés de façon intensive, mais quand on regarde les résultats à long terme, la majorité des études ne montrent pas de bénéfice de ces thérapies intensives.
Alors, il y a bien sûr des biais potentiels, et notamment, on peut s'interroger pour ces thérapies intensives qui sont faites précocement après un AVC, quelle est la motivation et la participation réelle des patients, qui n'est pas toujours bien contrôlée dans ces études-là. Alors, un autre marronnier classique des études, c'est finalement un patient laisse son hémisphère gauche, est-ce qu'il peut compter sur son hémisphère droit pour avoir une meilleure récupération aphasique. Et donc, c'est quelque chose qui fait l'objet de beaucoup de travaux. Mais globalement, ce qu'on sait, c'est que de façon un peu globale, lorsqu'on sollicite son hémisphère droit dans le cadre d'une récupération aphasique, c'est plutôt de mauvais augure. On a beaucoup d'arguments, d'abord parce qu'on sait que l'hémisphère droit globalement n'est pas compétent sur le plan linguistique. Deuxièmement, quand j'en parlerai tout à l'heure, lorsqu'on fait des stimulations de l'hémisphère droit, on s'aperçoit que ça a un effet plutôt négatif sur le pronostic de l'aphasie. Inversement, lorsqu'on inhibe l'activité de l'hémisphère droit par des épreuves de stimulation, on a de meilleurs résultats. Donc, globalement, les données, c'est de dire que habituellement, plus on observe une sollicitation de l'hémisphère droit, moins bon est le pronostic de l'aphasie. Alors, il y a eu récemment une étude par un groupe chinois qui, lui, a étudié des patients aphasiques et qui a trouvé un résultat un peu contrasté. Il a mesuré le volume du cortex de chaque côté chez des patients aphasiques après une lésion de l'hémisphère gauche et il a observé que les patients qui avaient un meilleur pronostic avaient en fait une quantité de cortex dans les régions pariétotemporales droites qui était plus importante que les patients qui avaient une moins bonne récupération. Alors, c'est une étude intéressante, mais en même temps, ce n'est pas une étude prospective, c'est une étude rétrospective, et c'est surtout une étude qui a été critiquée en disant, mais peut-être que par hasard, on a sélectionné des patients qui avaient une asymétrie hémisphérique, et que cette asymétrie hémisphérique, elle avait aidé les patients à mieux récupérer, mais que ce n'était pas un effet de l'aphasie elle-même. Alors, quelque chose de très intéressant, c'est les études qui portent sur une meilleure connaissance du rôle de la substance blanche. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réseaux qui participent au langage, c'est des réseaux qui comportent des structures corticales, qui comportent des structures sous-corticales, les noyaux gris, et des voies de connexion entre ces différentes structures. Or, au jour d'aujourd'hui, la majorité des neurologues, des neuropsychologues connaissent assez bien la carte corticale de l'aphasie, mais la carte sous-corticale, elle est très très mal connue. Or, dans les AVC, on a des lésions certes corticales, mais aussi sous-corticales, et c'est évidemment très important de connaître ce rôle-là. Alors voilà un exemple, par exemple, des techniques qui sont utilisées actuellement, ce qu'on appelle la tractographie, qui sont des techniques IRM qui permettent de repérer ces voies de connexion. Et vous avez ici un exemple de ces faisceaux dont qu'on commence à connaître le rôle dans les processus de langage et par conséquent, en cas de lésion, dans l'aphasie. Et je voudrais donner quelques exemples. Par exemple, c'est une étude du groupe de Warburton, qui est un groupe très connu dans le domaine de l'aphasie, qui a étudié des patients aphasiques à un stade stable et qui a regardé s'il y avait des corrélations entre certaines épreuves d'une batterie d'aphasie, qui est le Comprehensive Aphasia Test, et le degré de lésion d'un faisceau dont on connaît le rôle important dans le domaine du langage, qui est le faisceau arqué. Et ce qui est intéressant, ils ont trouvé des corrélations, et ils ont trouvé des corrélations uniquement avec les lésions du faisceau arqué du côté gauche. Alors vous avez ici, donc à gauche, vous avez l'IRM, où vous avez, on voit le dessin dans les différentes coupes de ce faisceau arqué qui est identifié par les techniques dont je parlais tout à l'heure. Et puis vous avez à droite 4 différentes épreuves, dénomination, répétition, etc. Et on voit qu'il y a une corrélation négative très très nette entre le degré de lésion et le degré de performance à ces performances de langage. Donc voilà un exemple qui illustre le rôle de ces lésions de la substance blanche et leur grande importance dans la connaissance. Une autre étude qui était publiée par une équipe russe qui a étudié un peu plus de faisceaux différents
et qui a montré, là encore, que, par exemple, dans le domaine de la production du langage, on avait une corrélation, de nouveau, qu'on retrouvait avec le faisceau arché. Dans la compréhension du langage, ils ont retrouvé des corrélations avec d'autres faisceaux différents de celui-là. Donc, la connaissance du rôle très précis de ces structures sous-corticales est quelque chose qui va être très important pour une raison qui est notamment la suivante, qui est de mieux connaître et de mieux prédire ce qu'on va observer après des lésions cérébrales, et éventuellement pour l'intervention. Alors, les facteurs qui interviennent dans la récupération aphasique, il y en a classiquement, logiquement, qui sont reliés à la lésion. C'est-à-dire, est-ce qu'une grosse lésion, une petite lésion, une lésion de tel ou tel endroit ont un plus ou moins bon pronostic. Alors, certes, la situation et la taille de la lésion, c'est connu depuis longtemps, ont un rôle très important dans ce pronostic. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on connaît maintenant très bien les structures clés au niveau du cortex qui interviennent dans les troubles du langage, les structures sous-corticales. Or, on a beaucoup d'AVC, par exemple, qui sont purement sous-corticaux. Eh bien, ces lésions sous-corticales, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas encore très bien connues. La sévérité initiale de l'aphasie, c'est-à-dire au moment où le patient arrive, par exemple, dans l'unité neurovasculaire, est-ce que la sévérité de l'aphasie au moment T, on voit le patient, est un facteur prédictif? Eh bien, la réponse est oui. Il vaut mieux avoir, au stade initial, une aphasie moins sévère, même lorsqu'on fait la thrombectomie dans les temps ou la thrombolyse dans les temps. C'est un facteur qui demeure un facteur pronostic à long terme. Mais en même temps, au sein d'un patient qui a une même sévérité, la rapidité avec laquelle on restaure le débit sanguin cérébral, et ça veut dire la vitesse avec laquelle le patient arrive en unité neurovasculaire et la vitesse avec laquelle on fait la thrombolyse et ou la thrombectomie, a un rôle très important. Et surtout, est-ce que cette thrombolyse, cette thrombectomie vont être efficaces en termes de restitution d'un débit sanguin cérébral. Alors, le type d'aphasie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise aphasie, je pense que tout le monde sait ça, mais c'est vrai qu'il y a des aphasies qui impactent davantage la qualité de vie et le pronostic fonctionnel des patients. Très clairement, on sait que les aphasies globales, c'est des aphasies où les troubles à la fois de production et de compréhension sont très importants et ont certainement un gros impact. Mais même au sein de chaque catégorie d'aphasie, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de sous-classes. Et ce que je disais, c'est cette classification habituelle des aphasies qui probablement ne permet pas de bien percevoir ces facteurs-là. Le type d'AVC, classiquement, dit qu'il vaut mieux faire une hémorragie qu'une ischémie, parce que l'hémorragie, on va avoir une quantité finalement de lésions cérébrales qui est moins importante. Voilà, donc les facteurs lésionnels. Les facteurs lésionnels, donc, sont certes connus, mais encore une fois, et j'insiste sur ça, et ça c'est un élément important notamment pour vous les aidants quand vous allez voir les médecins et vous dites voilà docteur, est-ce que ça va être grave, est-ce que vous pouvez me dire est-ce qu'il y aura des séquelles, pas de séquelles? Eh bien malheureusement au jour d'aujourd'hui, la prédiction du pronostic à long terme n'est pas encore très très efficiente, même avec l'IRM qui est pourtant un outil formidable. Il y a eu beaucoup d'études qui ont essayé de faire des modèles statistiques en fonction de lésions multiples, leur étendue, leur siège, etc. Et la prédiction avec les modèles, ce qu'on observe chez le patient, ça ne marche pas très très bien. Alors les facteurs non lésionnels, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est clair qu'il y a beaucoup de facteurs non lésionnels qui interviennent dans le pronostic. L'âge, la latéralisation, le fait de droitier-gaucher, le fait d'avoir d'autres déficits cognitifs, éventuellement le fait d'avoir eu déjà des déficits intellectuels avant, le niveau éducatif, le support familial, et ça c'est clairement vous dont on parle là, le niveau de support familial a un rôle fondamental, l'état motivationnel, l'état affectif des patients, c'est quelque chose de fondamental. Après, il y a les effets liés au traitement lui-même qui est proposé, la rééducation. Donc on sait au jour d'aujourd'hui, et ce n'est plus discuté, qu'il y a un effet positif de la rééducation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreuses incertitudes sur
à quel moment il vaudrait mieux donner une thérapie, est-ce qu'il faudrait qu'elle soit intensive, pas intensive, sa durée, le nombre de séances. Là, il y a beaucoup de progrès qui restent à faire. Donc il y a des études qui se sont attachées à ça. Il y a une très grosse étude internationale en cours qui s'appelle l'étude Rotterdam 3, qui va essayer de répondre à ces questions-là. Alors, un autre point, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des traitements qui sont utiles ? Hormis les traitements dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la thrombolyse, il n'y a aucun traitement qui, au jour d'aujourd'hui, accélère, favorise la récupération de l'aphasie. J'ai une autre casquette, je suis président du groupe neurologique à l'Agence européenne du médicament, et malheureusement, je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai vu arriver aucun traitement ou essai thérapeutique qui est prévu dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas très satisfaisant, mais un des éléments dont on vient de parler, c'est-à-dire la difficulté des études, explique probablement en partie cela. Alors, je voudrais pour terminer mon exposé parler des techniques de neurostimulation, parce que là, on est vraiment dans une stratégie innovatrice. Donc, il s'agit de techniques non invasives qui vont essayer de modifier l'activité cérébrale par soit une stimulation magnétique transcrânienne, ce qu'on appelle la RTMS, soit par l'application d'un courant de faible intensité continue au niveau du crâne. C'est ce qu'on appelle la TDCS. Alors, de quoi il s'agit exactement ? Donc, la RTMS, le principe est simple, c'est on applique une bobine qui va fournir un champ magnétique très très puissant, très focal, sur une partie du cerveau. Et lorsqu'on fait marcher la bobine, la création de ce champ magnétique va sidérer le fonctionnement cérébral en dessous sur une certaine épaisseur qui n'est pas très profonde. Et une fois que cet effet va être arrêté, levé, on va observer un certain nombre de modifications qui vont être dans un premier temps souvent ce qu'on appelle la stimulation online, c'est-à-dire si on stimule et qu'on regarde tout de suite ce qui se passe, l'effet est habituellement plutôt celui d'une inhibition du fonctionnement. Et puis, on stimule avant et à distance, on regarde l'effet, c'est ce qu'on appelle les stimulations offline. Et donc là, on a des effets qui sont plutôt positifs, dont on pense qu'ils sont liés à un effet sur la neuroplasticité. Et donc ça, c'est quelque chose d'évidemment très intéressant. Ça pourrait agir sur la réorganisation cérébrale après un AVC. Voilà comment ça fonctionne globalement. Donc vous avez à gauche le principe, donc vous avez cette espèce d'image, et puis le dispositif réel. De l'autre côté, est-ce qu'il y a des contraintes, des limitations à cette technique ? Les contraintes, c'est qu'il y a quelques effets indésirables. On peut avoir des sensations motrices, on peut avoir des maux de tête. Maintenant, avec les contraintes qu'on impose à cette technique-là, on ne voit plus de crise d'épilepsie, mais il y a certains moments, il y en avait eu. Donc maintenant, avec les protocoles actuels, on n'en voit plus. Et donc, comme le patient perçoit qu'il est sous l'effet du traitement, à cause de ces inconvénients-là, il y a un besoin impérieux d'avoir des groupes contrôle, parce que là, on ne peut pas faire un effet placebo en plaçant juste le stimulateur et en disant qu'on le fait sans le faire. Ça ne marche pas, parce que le patient sait très bien qu'on ne l'a pas fait. Alors, les limites aussi, c'est que c'est une très faible résolution spatiale, c'est-à-dire que ça agit sur une zone très, très, très petite du cerveau, et ça agit sur une faible profondeur, donc ça n'agit pas sur les structures profondes du cerveau, par exemple les régions temporales internes, par exemple les noyaux gris. On n'arrive pas au jour d'aujourd'hui à vraiment faire ça bien. Il y a des super bobines qui sont en phase de développement, qui pourraient aller jusqu'à 6-7 cm de profondeur, mais elles ne sont pas encore totalement au point. Alors, le TDCS, le principe est très différent. On pose deux électrodes, et entre ces deux électrodes qu'on pose sur le cuir chevelu, on va faire passer un petit courant. Et ce courant, de la même manière, on sait qu'il va amener une modification de l'activité électrique corticale. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que là, par contre, il n'y a aucune perception par le patient que le courant passe ou ne passe pas. Donc, on sait que ça modifie les potentiels de repos des cellules, et probablement, ça modifie d'autres phénomènes, comme ce qu'on appelle, par exemple, les phénomènes de potentialisation à long terme ou d'inhibition à long terme, qui sont des processus durables au niveau cérébral.
Alors, voilà comment concrètement ça se passe. On pose un casque qui ressemble beaucoup au casque de EEG et on le relie à un stimulateur. Et donc on peut faire de la même manière. Il y a des stimulations qui sont pendant une épreuve ou hors épreuve et on observe les résultats. Donc l'avantage de cette technique-là, c'est qu'elle semble avoir des effets plus durables, qu'il n'y a pratiquement pas d'effet indésirable et qu'on n'a pas le problème de l'effet placebo là pour le coup. Alors, il y a beaucoup d'études qui apportent des démonstrations. Je vais aller un peu vite parce on est un petit peu en retard sur l'horaire prévu, mais simplement pour dire qu'en gros, on sait qu'on peut obtenir par les stimulations, notamment dites offline, on a des études qui montrent qu'on observe effectivement des bénéfices sur certaines épreuves de langage. Inversement, le fait de faire ces stimulations dites online, et notamment avec des timings différents, ça permet de cerner le rôle de certaines régions du cerveau de façon beaucoup plus précise. Ça permet d'analyser comment fonctionne le cerveau presque en temps réel, parce que en fonction du moment de la stimulation, on va bloquer tel ou tel processus. Alors voilà un exemple, là aussi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà une étude qui compare l'effet de stimulation unilatérale, contralatérale ou simultanée sur une partie du cerveau qui est le gyrus frontal inférieur, qui est très impliqué dans une tâche qui est notamment la tâche de sélectivité phonologique et qui n'intervient pas, et on peut le démontrer avec ces techniques dans les tâches sémantiques. Et vous voyez à droite les histogrammes qui comparent la stimulation de la partie antérieure et postérieure de cette région-là. On voit qu'il n'y a pas de grosse différence entre les stimulations unilatérales, bilatérales. En revanche, ce qu'on voit, c'est que c'est la partie la plus à droite du graphique. Ça montre que typiquement, effectivement, on a un effet très net sur les fonctions phonologiques alors qu'on n'en a pas sur les capacités sémantiques. Donc vous voyez que ça, à la fois, c'est un effet qui peut faciliter certaines tâches et en même temps, ça permet de mieux connaître le rôle de structure cérébrale. Alors, une des questions qui est très en cours actuellement dans le processus de recherche, c'est est-ce que ces processus sont inducteurs à long terme, facilitent la plasticité cérébrale et donc est-ce que ça peut avoir une application thérapeutique? Donc, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Et très vite, on s'est aperçu qu'effectivement, on pouvait avoir pour ces deux techniques, qu'il s'agisse des techniques de stimulation magnétique ou de courant continu, on avait à la fois des effets qui étaient positifs dans certaines conditions et éventuellement négatifs dans d'autres. Et le principe est toujours le même, on peut essayer d'inhiber certaines régions dont on pense qu'elles ont un rôle néfaste, par exemple l'hémisphère droit, et éventuellement stimuler des régions dont on pense qu'elles ont un rôle favorable dans la récupération. Alors, voilà l'exemple d'une étude qui a été publiée en 2016. Donc, on a étudié 7 patients qui, au moment de la thérapie, n'avaient pas de thérapie réhabilitative en cours. Et on a fait une première étape où on a regardé si effectivement les stimulations avaient un effet pour choisir le meilleur site. Et après, on a appliqué pendant une durée, c'était 6 séances de 10 minutes par semaine pendant 2 semaines, on a appliqué des procédures de stimulation. Et ce qu'on voit, c'était sur une tâche de dénomination qui était l'objectif analysé. Eh bien, on voit donc la première colonne à gauche, c'est juste après la fin de ces séances-là, on voit qu'il y a une amélioration. Donc, la hauteur de la colonne, c'est la hauteur du bénéfice. Donc, à droite, à l'extrême droite, on voit l'effet négatif du groupe placebo, donc qui n'a pas été stimulé vraiment, qui a cru être stimulé mais qui ne l'était pas. Et les 3 colonnes à gauche, c'est donc immédiatement après, à 1 mois et à 3 mois. Et on voit qu'il y a un effet diphasique, c'est-à-dire qu'immédiatement après, on a un bénéfice. À 1 mois, le bénéfice diminue. Et à 3 mois, alors qu'on n'a toujours rien fait de plus, on voit réémerger un bénéfice. Et l'interprétation de ça, c'est que c'est possiblement donc l'effet sur l'amélioration de la plasticité. Et donc pour finir, ma dernière diapositive, là c'est une diapo un peu chargée, mais c'est la partie droite qui est intéressante. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse qui a comparé des études de stimulation
soit en haut, c'est la stimulation magnétique, en bas, le courant continu. Et donc, ça a comparé l'effet de ça sur deux groupes. Un groupe qui recevait la réhabilitation classique et l'autre groupe qui recevait et la réhabilitation classique et la stimulation. Et vous avez une ligne verticale. En gros, tous les points qui se projetteraient du côté gauche, ça indiquerait un effet négatif de la stimulation par rapport à la réhabilitation. Et plus le point s'éloigne de la barre centrale, plus ça montre qu'il y a un bénéfice ajouté des techniques de stimulation par rapport à la réhabilitation seule. Et on voit que les deux techniques, que ce soit les techniques de stimulation magnétique ou de courant continu, apportent un plus dans ces études-là. Alors, ce n'est pas sur toutes les fonctions cognitives. Le plus souvent, fonctions de langage, le plus souvent, c'est des épreuves de déno. Mais c'est déjà intéressant et on voit qu'on peut avoir un bénéfice. Voilà. Donc, les développements futurs de cette technique-là, donc c'est trop tôt, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, pour dire, voilà, on va appliquer ça à tous les patients aphasiques. Il y a beaucoup de questions sur est-ce que tous les types d'aphasie bénéficient de ça. Au sein des aphasies, quels sont les troubles aphasiques qui en bénéficient le mieux et quels sont les techniques qui doivent être utilisées en termes de fréquence, de localisation, etc. Donc les paramètres qui doivent être appliqués. Et il y a une étude très intéressante qui est en cours. C'est l'étude North Star qui va viser à répondre en partie à ce questionnement-là. Et je pense que d'ici, donc normalement l'étude doit se terminer dans un an maintenant, on devrait avoir des éléments de réponse. Et un point juste pour finir, c'est que c'est des techniques, le matériel n'est pas très onéreux, c'est pas invasif, ça fait pas mal aux patients. Et si ça peut apporter un plus aux stratégies réhabilitatives, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Voilà, donc l'idée c'est que il faut attendre maintenant le futur. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci. On va prendre une ou deux questions, parce qu'il faut qu'on respecte un peu le timing. Donc, madame. Bonjour, merci de cette présentation. Je voulais juste, vous avez parlé des lésions non fonctionnelles et vous avez parlé de la différence entre être droitier ou être gaucher. Et vous pouvez juste dire alors oui, donc vous le savez, la latéralisation des fonctions cognitives est un problème. C'est que tout le monde n'a pas nécessairement la même répartition entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche des fonctions cognitives. Alors pour le langage, l'immense majorité des gens a des fonctions, des réseaux du langage sont essentiellement hémisphériques gauche. C'est vrai pour les droitiers, en gros 96%. Pour les gauchers, il y a au moins 70% des gauchers qui ont une répartition qui est exactement la celle des droitiers. Les 30% restants, en gros, il y en a la moitié qui sont en miroir, c'est-à-dire ils ont la même chose de l'autre côté, dans l'hémisphère droit, et 15% qui en gros sont un peu panachés, c'est-à-dire ils en mettent prudemment à gauche et à droite. Donc ce qui fait que ceux-là, ils ont plus de chances d'avoir des troubles aphasiques, mais par contre souvent ils récupèrent beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et donc ça, quand on fait évidemment des études d'IRM fonctionnelles, et c'est très important bien entendu de savoir si le patient a une latéralisation classique ou pas. Or, quand on fait ces études-là, quand on fait de l'IRM fonctionnel, on s'aperçoit que chez un certain nombre de patients qui se savent droitiers, par exemple, il y a quand même une certaine proportion de gaucherie, de gauchitude. C'est pas juste où on est tout droitier, tout gaucher. Il y a en fait un continuum. Et quand on fait les études, là aussi, ça peut être une source de biais. Une autre question ? Oui, merci pour votre intervention. Donc, je suis orthophoniste et co-responsable du programme de formation Mieux communiquer avec mes collègues en écoutant ce que vous avez présenté comme étude sur la preuve ou l'intensité, etc. C'est une remarque et question un peu cumulée. Je me posais
la problématique de ces preuves qui sont faites systématiquement quand même dans ces recherches sur l'aspect formel de la rééducation, hein, c'est-à-dire sur l'aspect dénomination, phonologie, etc., pour essayer de voir l'impact. Est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi d'aller vers une démarche qui, dans l'étape d'après, aujourd'hui dans les modélisations d'intervention, ce qui est assez complexe pour nous pour savoir l'impact aussi, c'est l'étape fonctionnelle d'après, hein, et puis éventuellement plus élargie encore, puisqu'on parle de l'aidance aujourd'hui, de l'étape écologique avec l'environnement, c'est-à-dire une fois que l'on a effectivement mis en place un programme formel sur l'intensité, comment on peut évaluer l'impact, et je regardais votre dernière diapositive où vous évoquiez l'intérêt sur la plasticité, mais c'est aussi peut-être l'intérêt d'un fonctionnement dans un environnement qui a majoré le travail formel qui a été fait avant, et c'est là que c'est difficile d'avoir vraiment la notion de juste dose ou d'intensité par rapport au rôle de l'environnement, hein, je pense. Alors, c'est pas facile de répondre, puisque comme vous l'avez vu, il y a un questionnement sur ça. Mais je pense déjà tout simplement à nos autorités de tutelle qui demandent quand même souvent de justifier la longueur, le nombre de séances qu'on propose à un patient aphasique. Plus on a de données qui permettent de valider une stratégie réhabilitative, plus on va être à l'aise pour dire oui, il faut que le patient oui, c'est une thérapie longue, oui, il a besoin de tant de séances. Et voilà, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas juste parce que on veut avoir un chiffre d'affaires plus élevé, hein, pour parler très prosaïquement. C'est évidemment très très important d'avoir ces réponses-là. Alors oui aussi, vous avez tout à fait raison, l'effet fonctionnel global en termes de pertinence de communication, en termes très global, c'est un questionnement qui s'est fait depuis longtemps. Et par exemple, il y avait, je crois que c'est maintenant il y a plus de 30 ans, il y avait une étude qu'on appelait l'étude Aachen en Allemagne qui avait été faite, qui avait dit, écoutez, nous à la limite, on s'en fout de quelle est la stratégie. Ce qu'on va mesurer, c'est l'efficacité de la communication du patient avec son entourage une fois la thérapie finie. C'est deux points de vue différents. Les deux sont importants. Bien entendu, c'est important de savoir, in fine, est-ce qu'on améliore le fonctionnement, mais c'est aussi scientifiquement, évidemment, très pertinent d'essayer de décortiquer pour chaque niveau ce qu'on fait, pourquoi on le fait, est-ce que c'est justifié, pas justifié. Donc oui, les deux approches doivent être menées de front et les deux sont pertinentes. D'accord. Encore une question, plus qu'une, hein, une seulement. Oui. Voilà. Bonjour, Nathalie Sebel, orthophoniste, neuropsychologue. J'aurais deux questions, l'une qui reprend un peu la précédente. Au niveau de la durée de l'aphasie, les études que vous avez présentées, c'est chez des patients, donc il y a des patients chroniques, donc à délai de l'AVC. Est-ce qu'il y a c'est des techniques qui sont plus préconisées pour des patients chroniques? Est-ce qu'il y a eu des études faites sur des patients qui venaient de faire leur AVC et parce qu'en termes de plasticité, nous, on a plus l'idée que la plasticité, plus c'est tôt, mieux ça va marcher. Et puis j'aurais une autre question concernant les nouvelles approches. Alors, par rapport sur les caissons hyperbares pour les AVC, est-ce que vous avez des éléments aussi? Merci. Alors, la première, c'est pour des raisons méthodologiques de stabilité, les premières études qui ont été faites avec la stimulation magnétique et les courants continus ont été faites sur des patients qui étaient à distance de leur AVC, mais encore avec des possibilités d'évolution. C'est-à-dire, en gros, par exemple, souvent, c'était entre 3 et 6 mois. Donc, mais en gros, c'était pour évacuer l'effet de variation forte que pouvait avoir une évolution. Mais actuellement, il y a eu d'autres études qui sont publiées qui ont essayé de façon plus précoce. Donc oui, il y a des études en cours et le bénéfice au stade précoce reste aussi intéressant. Alors donc ça fait partie des questions notamment de North Star dont je parlais. C'est est-ce que c'est utile de le faire très tôt, à partir de quand c'est utile et quand ça peut améliorer le pronostic. Pour la deuxième partie, c'était le caisson hyperbare.
Oui, il y a quelques publications sur l'effet. Alors, en gros, l'idée évidemment du caisson hyperbare, c'est de dire voilà, est-ce qu'on peut sauver davantage de tissus en améliorant la saturation en oxygène du tissu cérébral, un peu comme on le fait, c'est utilisé, vous le savez, pour les accidents de plongée, les gens qui font des embolies gazeuses notamment. Et les réponses un peu au jour d'aujourd'hui, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que c'est pas évident que ça marche. Il y a une ou deux études qui donnent des choses intéressantes, mais c'est une technique très lourde et qui pose d'énormes problèmes de sécurité du patient au stade aigu. Vous le savez, c'est une fois que vous êtes dans le caisson, on fait monter la pression, mais quand on doit décomprimer, ça dure des heures et des heures. Or, pendant ce temps-là, s'il se passe le moins de problèmes chez le patient, et notamment à un stade aigu où un patient peut passer en fibrillation auriculaire, peut avoir une complication pulmonaire ou autre, ça pose de gros problèmes. Donc, théoriquement, oui, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que ça pourrait être appliqué et à qui ? Peut-être ça pourrait être appliqué à des AVC particulièrement sévères. Je n'ai pas la réponse au jour d'aujourd'hui. Alors, j'accepte une dernière question. Oui, suite à votre intervention sur ces deux thérapies, je suis femme d'un aphasique et donc forcément j'ai très envie d'améliorer notre quotidien. Donc je voulais savoir... Ah pardon, je n'ai pas l'habitude. Et donc je voulais savoir éventuellement où pouvaient se faire ces deux thérapies. Est-ce que vous avez une liste d'hôpitaux ou d'endroits où alors, comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, c'est essentiellement un stade expérimental. Il y a un certain nombre d'hôpitaux qui essaient de l'intégrer. Alors, c'est souvent dans les structures de rééducation que c'est fait. Par exemple, il y a un collègue bordelais, je crois, à Bordeaux, il me semble que ça se fait. On pourra éventuellement vous en parler. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est loin d'être disséminé. Et puis surtout, je vous dis, il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas reconnu, ni pris en charge, ni remboursé à strictement parler. Ça peut rentrer dans le cadre d'un projet d'études. Et évidemment, je pense que ce sera très intéressant qu'il y ait des études qui se montent à un niveau multicentrique pour valider des techniques comme celle-là. Donc, vous pouvez, renseignez-vous pour savoir si dans la région où vous êtes, vous avez une structure de rééducation qui propose ça, mais encore une fois, au jour d'aujourd'hui, ça sera plutôt un cadre qui sera un cadre d'investigation, mais qui peut être intéressant, évidemment, il peut y avoir un bénéfice direct pour la personne qui se prête à cette recherche. Eh bien, donc, je voulais remercier à nouveau M. Bakhchin